La F1 vient de commencer sa tournée en Europe. On a eu un double headers, Monaco et Barcelone. On vous en parle aujourd'hui à la Cool Room. Donc, salut à tous, c'est Marilyn avec Mehdi aujourd'hui à la Cool Room. On va commencer avec un petit tour de chauffe. La saison avance un peu. Mehdi, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la duo. J'ai cru comprendre que ça s'en venait les changements avec la duo. Ouais, effectivement. Pour commencer, il y a eu une décision. Déjà, avant d'expliquer la décision, j'aimerais expliquer ce que c'est la duo. La duo, c'est Additional Development and Upgrade Opportunity, ou en français, l'opportunité de mise à niveau et de développement additionnel. Ça concerne les moteurs à combustion interne seulement et non pas la partie électrique des moteurs. C'est-à-dire que la FIA va aller comparer les différents moteurs à combustion des différentes équipes ou plutôt des différents motoristes qui sont, je rappelle, Ford, Red Bull, Mercedes, Ferrari, Honda et Audi. Et elle va les comparer et elle va voir s'il y a des différences à plus de 2% ou de 4% par rapport à un moteur référence. Eh bien, l'équipe qui a ce déficit va avoir du temps additionnel pour développer son moteur, des ressources additionnelles, surtout financières, pour développer son moteur. Financière, je parle bien sûr de limitation de budget capé et non pas de l'aide financière. Aussi, il faut se dire que cette opportunité, c'est pas pour avoir un meilleur moteur que les autres équipes, mais c'est plus pour garder un certain fair play entre les motoristes et ne pas avoir le même cas de 2014 où un moteur vient dominer sur plusieurs saisons le temps que les autres rattrapent. Surtout que avec les budgets capés, avec les limitations de développement, ça va être difficile de les rattraper sans la duo. Mhm. Alors, ils ont fait les tests et la FIA a trouvé, à la surprise de tout le monde, que le moteur référence, c'était le Ford Red Bull. C'est le moteur à combustion interne le plus puissant du paddock, de toutes les équipes. Et donc, c'était pris comme moteur référence. Ils ont trouvé que Mercedes a un déficit par rapport à Ford. Le moteur Mercedes a un déficit de 2%. Impressionnant quand même, considérant que Red Bull s'est pas retrouvé très souvent sur le podium. Ça nous montre que en F1, c'est pas juste avoir un moteur, mais c'est Mhm. un ensemble châssis, moteur, aérodynamique. C'est comment toutes les pièces vont être mises ensemble pour créer la voiture la plus optimisée par rapport à un pilote. Mhm. Mais en tout cas, faut prendre en considération que dans cette évaluation, la partie électrique, le déploiement de la batterie, la gestion de l'énergie de la batterie n'est pas pris en considération. C'est juste le moteur à combustion interne. Mais en tout cas, Ford a le moteur référence. Mercedes a un retard par rapport à ce moteur et donc elle va avoir une opportunité de développement en 2026 et une autre en 2027. Ferrari, Honda, Audi sont à plus de 4%. Ils vont avoir deux opportunités de développement cette année et deux l'année prochaine. Mais Audi a dit qu'elle va prendre juste une cette année car ils estiment qu'ils ont beaucoup de travail à mener sur leur moteur, qu'ils ont beaucoup d'améliorations à aller chercher et que juste se précipiter va juste leur faire perdre un token de développement sans vraiment ramener de résultats. Ils préfèrent se concentrer sur un développement qui va donner un bon résultat. C'était leur choix. Honda sont tellement loin que même avec toutes les opportunités, on n'est pas sûr s'ils vont pouvoir rattraper, mais en tout cas, on sait qu'Aston Martin, ils veulent arriver avec un package beaucoup plus développé par Adrian Newey à Spa, je crois, en Belgique, qu'ils ont dit, qu'ils ont annoncé. Mais en tout cas, eux, Honda, le motoriste, va avoir deux opportunités de développement sur les deux saisons. Et Ferrari, ils vont avoir aussi deux opportunités de développement cette année et deux l'année prochaine, mais eux, ils ont déjà anticipé la duo, ils ont anticipé qu'ils vont avoir le droit d'upgrade leur moteur et ils ont déjà préparé un moteur qu'on pourrait peut-être voir dès le week-end d'Autriche. Oh, quand même. Donc on doit s'attendre à un changement de la part de Ferrari. Maintenant, attention, attention. euh, Faire des modifications sur son moteur ne veut pas forcément dire un moteur plus puissant ou un moteur plus performant. Ça pourrait être même le contraire s'ils ratent Oui, ça peut leur enlever développement. de la fiabilité au moteur aussi, là, tu sais, des changements qui n'ont pas eu les tests nécessaires pour accorder. Tu sais, c'est quand même des nouveaux moteurs cette année, là. Exactement. Et aussi, il faut se dire que
un développement, ça reste un pari d'une équipe quand même. Mhm. C'est pas automatiquement synonyme de plus de performance. Ou, ça Oui. reste, comme on a dit, une F1, ça reste une voiture qui doit tout mettre en œuvre pour avoir une voiture optimisée. Mhm. Ça, c'était concernant la duo. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, on pourrait voir un chamboulement du classement dès l'Autriche. Peut-être que Ferrari, peut-être qu'ils vont arriver avec un moteur qui va être puissant et qui va ramener du changement. Mhm. Surtout qu'on a vu qu'ils sont sur une bonne lancée avec Lewis Hamilton. OK, merci Mehdi pour ce petit récapitulatif de la duo. J'ai cru comprendre aussi qu'on avait d'autres nouvelles au niveau de Alonso par rapport à Alpine. Effectivement, moi j'aimerais bien parler des rumeurs du paddock. On aime toujours avoir Oui, ça. Ça effectivement. crée du croustillant, ça Mm. crée des informations. Eh bien, apparemment, il y a des rumeurs que Alpine veut recruter pour j'allais dire une troisième fois, mais non, une deuxième fois Alonso. C'est vrai qu'il a gagné ses championnats avec Renault, mais Alpine aujourd'hui n'est plus associé au groupe Renault. Non. Enfin, n'est plus associé au moteur Renault et c'est une équipe à part entière gérée par Briatore. Qu'on rappelle que c'était lui qui a ramené Alonso chez le groupe, chez Renault à l'époque où il a gagné 2 fois le championnat du monde. Eh Mhm. En bien, 2005-2006, oui. exactement. Mhm. Et on a vu Briatore passer tout le week-end dans les installations de Aston Martin. Peut-être qu'il parlait à Alonso, mais en tout cas, tout porte à croire que ça pourrait se faire déjà avec l'arrivée d'un nouveau sponsor chez Alpine, avec leur situation. C'est que ils ont l'argent maintenant pour se Oui, permettre un pilote d'un grand calibre. Gucci va définitivement amener des sous supplémentaires, un budget pour le pilote, là, c'est clair. Certainement, Oui. Gucci va bien aimer un pilote qui va représenter la marque Mhm. avec de la grandeur et de la splendeur, comme Ouais, on puis dit. Alonso, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, hein? Exactement. Ah Et oui. faut se dire aussi que Colapinto a dit clairement que lui, sa situation dans l'équipe dépend des décisions de Alonso. C'est qu'il y a vraiment des discussions en coulisses. Et faut pas oublier qu'Alonso, lui, son contrat avec Aston Martin va finir en 2026. Mhm. Euh, Ils sont au fond du gouffre. C'est une voiture qui va pas le faire gagner cette année, je Non. dirais même pas l'année prochaine. Et c'est pas un jeune qui peut attendre qu'un projet fleurisse et qu'il arrive à maturité dans 5 6 ans, 7 ans. C'est un pilote quand même qui est beaucoup plus proche de la retraite que d'attendre un projet sportif. On voit que Alpine se sent sur une bonne pente. Peut-être que ça va être attrayant pour Alonso. Mais on sait qu'il n'y a pas juste la piste Alonso pour Alpine. On sait qu'il vise aussi d'autres pilotes. Peut-être George Russell, peut-être Alex Albon. Mais ça va dépendre des mouvements des autres pilotes. Mais en tout cas, le premier qui va faire son mouvement, c'est là que ça va lancer le jeu des chaises musicales et qu'on va Oui. commencer à voir euh, du mouvement chez les équipes. Et on va suivre tout ça de plus près pour voir comment ça se passe et qui va aller où d'ici la prochaine saison. Mais en tout cas, ça ferait plaisir de voir Alonso revenir chez Alpine et essayer peut-être de gagner avec eux une autre fois, pourquoi pas. Oui, avant sa retraite, là, tu sais, une bonne victoire, là, ça La serait... 33, le projet 33. Oui, exactement. Écoute, merci pour cette petite info-là sur Alonso et Alpine. J'aimerais ça aussi qu'on parle un peu de Ferrari. J'ai vu qu'il y avait des changements au niveau des freins et ça vaut la peine d'en C'est... parler, je pense. Oui, bah, ça vaut la peine d'en parler Oui, parce que ça fait toute la différence. Eh oui, on bien, l'a vu avec on a cru Leclerc. comprendre que Hamilton, au début de saison, et j'utilise des mots qui ne sont pas les miens, a supplié son team manager Fred Vasseur pour changer de disque et de disque de frein. Mhm. Parce que Ferrari utilise les freins Brembo, qui ne sont pas fournisseurs juste pour Ferrari, mais pour plusieurs équipes de F1 et pour plusieurs équipes de sport automobile en général. C'est la marque référence quand même, Brembo. Oui, quand même. Sauf que Lewis Hamilton avec Mercedes, il était habitué à des disques qui sont d'une autre marque, une marque française qui s'appelle Carbon Industries. Mhm. C'est des
disques qui sont un peu différents de Brembo. Ferrari a gardé ses étriers Brembo, mais a installé ces disques-là. Tout ça, bien sûr, n'est que des rumeurs. On n'a pas de confirmation officielle de ces informations. C'est juste des rumeurs de paddock aussi. Mais on a compris que Lewis Hamilton, il a utilisé cette saison-là, il utilise ses disques. Et on a vu que c'est vrai qu'il est plus confiant sur ses freins, il est plus confiant avec la maniabilité de sa voiture sur les points de freinage. Et on a vu aussi que Charles Leclerc, il souffrait avec ses freins, lui qui n'a pas changé de disque. Surtout à Monaco, on a vu que les freins, ils ont fait du on-off, surtout avec la safety car qui a refroidi les disques et qui Mhm. n'avait plus de mordant et que il s'est retrouvé dans le mur. Ouais, littéralement. Ouais. Et Et Stroll aussi, d'ailleurs. Stroll, c'était plus par rapport au problème du circuit où il y avait une partie du gravier qui a décollé. Bref. Oui. Mais en tout cas, Leclerc, il était pas satisfait. Il l'a dit clairement. Il avait dit qu'il y a une solution qu'on utilise déjà du côté de Lewis Hamilton et je pense que c'est la solution pour laquelle on va opter. Eh bien, c'était confirmé en Barcelone. Ouais, il les a testés en Il, Barcelone. il les a testés, il y avait des meilleurs freins, mais malheureusement, son système hydraulique, cette fois, l'a lâché encore. Ouais. Mais peut-être que Ferrari va finir par changer officiellement de fournisseur de disques de frein pour aller vers la marque française. Mais en tout cas, ça a l'air de faire toute la différence. On voit la différence entre la saison dernière et cette saison de Hamilton. On voit Leclerc, ben, qui était mécontent, qui a fait une déclaration quand même qui n'a pas plu aux gens, à la marque Brembo. Oui, qui Euh, d'ailleurs a perdu des actions suite à le changement de Barcelone, à exactement. Barcelone, là. Ouais. Oui, tu sais, on voit un impact quand même déjà assez plus gros que juste au pilote, là. Malheureusement, on n'a pas pu voir le résultat chez Leclerc, mais dans les prochaines Ouais. courses, on va voir s'il va résoudre au moins ce problème-là de frein, même s'il était malchanceux sur ces deux dernières courses. Oui, effectivement. Oui, merci, Mehdi, sur ce petit retour sur Ferrari. Donc là, on a vu Monaco-Barcelone. Je pense que c'est le temps qu'on va faire l'analyse sur ces deux Grands Prix qui ont été quand même intéressants. On a vu Hamilton sur les deux podiums des deux courses. Je pense on voit-tu un petit retour d'Hamilton? Moi, je suis très optimiste pour Hamilton, parce que déjà, c'est une belle saison pour lui. Déjà, on a vu un podium, une deuxième place au Canada, une Mhm. deuxième place à Monaco, et là, sa première victoire avec Ferrari au GP de Barcelone, une victoire tant attendue et qui n'est pas déméritée. C'est une victoire avec une stratégie digne du grand champion qu'il est. Ah oui. On a vu comment ils avaient la stratégie gagnante avec 3 arrêts, l'exécution parfaite de Ferrari de cette stratégie, les rythmes d'Hamilton qui nous rappellent, comme disait son ingénieur chez Mercedes, les Hammer Time. Oui. C'était le Lewis Hamilton qu'on avait l'habitude de voir quand il gagnait ses championnats. Je dirais que oui. Je dirais que en tout cas, je suis optimiste pour ça. C'est encore tôt pour s'enflammer, mais peut-être que c'est le retour du vintage Lewis Hamilton qui gagne, qui ne laisse aucune marge d'erreur, qui fait des chronos de fou, qui part chercher les petits détails. Et on voit pas juste sur la victoire. La victoire là, moi je la trouve juste, je la trouve que c'est juste une consécration d'un lent travail qu'il a fait. On a vu que entre les saisons, on a entendu parler d'un dossier qu'il a envoyé aux équipes pour mieux préparer la saison, comment il s'est accaparé la voiture où il avait dit que l'année dernière c'était pas sa voiture mais c'est la Charles, que lui juste il la conduisait. Maintenant on voit qu'il participe plus avec l'équipe dans le développement de cette voiture, dans Mhm. l'amélioration de cette voiture. On voit plein de petits détails. Déjà il a changé d'ingénieur en début de saison pour avoir une meilleure harmonie avec son nouveau ingénieur. Euh, on en a parlé des freins. Il a poussé l'équipe à changer de disque de frein pour optimiser les freinages. C'est-à-dire qu'il part chercher les détails du développement. Et cette victoire, c'est la consécration de ce grand travail qu'il fait. Je trouve que c'est une belle victoire pour lui. Euh,
malheureusement, avec l'abandon d'Antonelli, ben, lui, ça le met encore plus dans le championnat. Il est à 40 points d'Antonelli et la saison encore beaucoup trop longue. Donc, je veux pas m'enflammer, mais peut-être qu'un Lewis Hamilton, il est dans la course pour le titre de pilote cette année. Surtout avec le nouveau moteur Ferrari, on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il va avoir la voiture pour enfin triompher avec Ferrari, eux qui n'ont pas connu de victoire maintenant à presque 20 saisons. C'est depuis 2007 le dernier titre de Ferrari avec Raikkonen. Ouais, quand même. Mais tu sais, on voit Hamilton qui a monté en points dans la progression des points individuels des pilotes. Mais on a aussi, tu sais, Kimi qui reste quand même dominant en première position. Là. Effectivement, et on a vu même avec son abandon, malheureusement, sur une casse moteur, un abandon d'Antonelli qui l'a obligé à arrêter. On avait vu un bon rythme. Malheureusement, il s'est pas bien qualifié. Bon, quand on dit pas bien qualifié avec la voiture qu'il a, il était troisième quand même. Mhm. Mais il était derrière son coéquipier. Mais en rythme de course, il est parti le chercher, il a pu le rattraper, il a pu le dépasser, ce qui est alarmant pour George Russell quand même, de se faire déposer par son coéquipier alors qu'il était devant. Euh, euh, Bon, même s'il n'avait pas abandonné, moi je pense que Hamilton l'aurait gagné cette course parce que l'exécution était parfaite de leur stratégie. Mais quand même, ça nous montre qu'il est encore dans la course, qu'il allait chercher 18 points pour garder quand même de l'avance. Malheureusement, une casse moteur qui le fait chuter de 25 points directement par rapport à Hamilton, 18 points par rapport à son coéquipier, mais il garde la tête du championnat. Oui, puis on a aussi vu avec Russell, tu sais, une mauvaise gestion de son équipe par rapport à tu sais, sa pénalité qu'il a eu, qui a dû s'arrêter à son pit, mais finalement qui l'a pas fait du tout ou à moitié, ce qui a causé encore un drive-through à faire plus tard. Là, tu sais. Oui, c'est Il y a vrai. un petit Si manquement, on veut là. parler de Monaco, George Russell, il était pas dans le coup. Non, il y a quelque chose qui se passe, là. Tu sais, on sent une ambiance, une vibe, je sais Bah, pas trop, là. on a vu une victoire d'Antonelli, mais moi je trouve que Mercedes, surtout avec les déclarations de Toto Wolff, Mercedes elle commence On voit qu'il y a un à chouchou, hein? lâcher. Ouais, elle commence à lâcher. J'avais averti de ça et on le voit se concrétiser. On voit genre Mercedes. Surtout, on l'a vu à Barcelone Oui, que quand Kimi s'est lui, arrêté, mais il fait deuxième, il fait deuxième place, il est sur la boîte, il fait podium. Et Toto Wolff, à la fin de la course, il dit ah, on est déçu de la course, on a eu oui, une ça... casse moteur. Ouais, c'est vrai, on est heureux pour Hamilton. Étant notre pilote, c'est comme si oui, c'était c'était étrange comme... froid quand même Ouais. envers George Russell. Ouais. Je sais, on va voir ce que ça a donné le marché des transferts, mais Ouais, non, ça ça... s'annonce pas bien pour lui qui n'a toujours pas renouvelé son contrat avec Mercedes. Ouais, quand même. Mais pour revenir sur Monaco, rien à dire par rapport à l'exécution d'Antonelli. Il a gagné la course haut la main. À son âge maintenant, c'est un vainqueur de Monaco. Quand même, Oui, Monaco, ça fait partie des courses les plus mythiques du sport automobile, pas juste de la F1. oui, il a eu le droit à sa petite trempette à la Ouais. fin. Mais comme tu as dit, c'est l'exécution des pénalités. Mais moi, les pénalités, c'est pas juste pour George Russell, c'était Non, ça a été mal géré, cette ouais, course-là, là, tu au sais, GP avec... de Monaco. Oui, tu sais, avec Gasly puis Hadjar, ben Hadjar qui a perdu son podium, qui a célébré pour rien, finalement. Bah, Gasly, quand même, il allait perdre son podium alors qu'il l'a mérité. Il s'est battu pour. Oui, Il c'est a fait une vrai. course, une bonne course. Il a Qu'il y a profité eu, des erreurs des autres. qu'il y a eu deux Il pénalités. s'est bien positionné. Les deux pénalités qui sont même pas de sa faute, qui sont même pas censées être données, parce que on rappelle que comment la FIA mesure la vitesse à l'entrée du pit, c'est pas un radar, mais c'est plus un chronomètre De sur une distance, tranchée, ouais. là où ils tournent et la ligne blanche où ils doivent être, et ils vont voir à quelle distance ils vont. Sauf que, ben, le pit a été réaménagé pour ajouter une 11e équipe à Monaco, qui est Mhm. un pit quand même serré.
Et après ce réaménagement, ben, ça a changé la trajectoire et les pilotes coupent la ligne maintenant quand ils rentrent parce que bon, un pilote, il Il va va toujours. toujours chercher à optimiser, à faire le moins de distance possible pour gagner du temps. Et lui, il s'est fait sur un 0,1 km Oui, c'était vraiment de peu. pénalité. Bah non, je comprends que Oui, il y a quand même une limite à respecter, si hein, mais. vraiment, ouais, sinon, c'est où que tu mets la limite de la limite? Non, Est-ce mais tu que... sais, ça reste quand même que leur. Tu sais, c'est pas au pied qui décide la vitesse, c'est vraiment programmé dans leur monoplace, là, tu sais. Il y a encore moins de chance à l'erreur rendu là, là. C'est Oui, vraiment. c'est pourquoi ils ont pu faire appel et ils ont pu prouver que voilà la data de notre voiture, nous, et à la ligne, ben, il était à la limite de la vitesse, même avec Non. une petite marge. C'est Et qu'ils se disaient qu'ils se mettaient à. ils ont pu récupérer leur podium, Ouais, c'est ça. Alpine. Mais c'est pas juste Alpine à qui ça a fait mal, ça a fait mal à Oscar Piastri aussi, ça a Oui. fait mal à George Russell, qui après a mal exécuté sa pénalité, donc il a mérité un drive-through. Toto Wolff d'ailleurs a parlé de ça, il a dit qu'on allait faire appel, mais en parlant de George Russell qui se fait lâcher par son équipe, ils ont fait appel, il y avait une audience le 20 juin, Oui, et puis ils ils l'ont se sont annulé, dit, là. Oh, ça sert à rien, ça va juste ouvrir une boîte de Pandore pour la F1. Euh, Oui. Là, c'est l'équipe qui lâche George Russell, Oui, quoi. littéralement. Puis, tu sais, on a vu Adjor qui a descendu à sa quatrième position aussi. Tu Ben, sais, ça reste quand même Adjor qui est quand même là, tu sais, qui est un bon deuxième de Red Bull, là. Hadjar, effectivement, moi je dis à côté de Max Verstappen, pour le moment, il démontre qu'il est le meilleur deuxième pilote Red Bull. Vraiment, là. Pour être à côté de Max Verstappen, tous ceux qui sont passés à côté de Max Verstappen se sont fait broyer par la machine Verstappen. Lui, il est quand même dans le coup. Il est Euh, jamais bien loin en position de Max, tu sais. On voit qu'il performe. à Monaco, on a vu un Isaac qui gère une voiture catastrophique, que Oui, d'autres pilotes l'auraient juste box et fini leur course. Lui, il a pu l'amener quand même troisième ou quatrième place, peu importe, mais il l'a amené dans un top 5 où il a pu mener quand même, garder un George Russell derrière lui, aller chercher des pilotes qui ont plus d'expérience. Et à Barcelone, on le voit, il fait une cinquième position, il fait une quatrième position et il est déçu il est déçu de sa position quand même. Il est comme, on l'a raté à 7 centièmes, on aurait pu faire une P3, ça aurait été mieux. Et sa course, malheureusement, la Red Bull n'est pas la meilleure au départ. Ça lui a causé des problèmes, mais il a pu remonter, il a pu finir sixième, je crois. il était derrière Piastri, si je me trompe Ouais, pas. Mais bah, Piastri, il était cinquième ou il était. Il a fini en tout Ouais. cas dans cinquième ou sixième, je me rappelle pas, mais il a fini Dans le top 10 quand même, là, tu sais. ouais, dans les points, Oui. euh, dans le coup. Rien à lui reprocher, des erreurs, des petites erreurs. Peut-être moi, je dirais, Ça reste un jeune pilote quand même, là. certes, moi je le vois plus développer son côté, gérer sa nervosité maintenant, Oui. mais rien à lui reprocher sur son pilotage ou sa façon de faire la course. Il est très bien. Mhm. Il montre qu'il peut être un grand pilote, surtout avec toutes les rumeurs qu'il y avait autour du départ de Max Verstappen et tout ce qui se passe chez Red Bull. Euh, Ouais, c'est quand même Moi, si intimidant, Max là. part vraiment, moi je vois vraiment Isaac Hadjar prendre la position de premier pilote Red Bull. Il a les épaules pour ça. Oui, à date, il le démontre quand même parce que, comme tu as dit, c'est pas rien d'être un copilote, d'être à côté de Max dans la même équipe, ouais, là, tu sais, sur les années, on a vu des grands pilotes se faire broyer par Max Verstappen. On a vu déjà Ricardo, ça a ruiné sa carrière. On Oui. a vu Albon qui a eu du mal, Piastri qui a eu pas Piastri, pardon, Gasly qui a eu du mal. On a vu Checo, il a pu une première année, mais ensuite il était dans le mal. Yuki Tsunoda, lui, il a Oui. souffert à côté de Max Verstappen. Et là, quand même, avec Isaac, c'est une autre histoire. On voit quelqu'un qui est dans les temps. Oui, certes, Confiant. c'est un deuxième pilote pour le moment, mais qui se laisse pas faire, qui joue des bonnes positions,
qui peut être là, un atout pour Red Bull, pour être utilisé en stratégie. Bon, il n'y a pas la voiture pour jouer les premières places, pour aller chercher le championnat, mais il démontre que le jour où il y aura la voiture, il est capable de ramener, de faire sa part des choses. Oui, définitivement. En tout cas, je trouve que ça fait une belle analyse des 2 derniers Grands Prix. On serait rendu à mon segment, à l'école du paddock. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, j'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Je te laisse la parole et je vais regarder, écouter ce que tu vas Attentivement. nous apprendre Oui. aujourd'hui. Ben, je pense pas t'apprendre grand-chose, mais au moins, je vais essayer d'éduquer ceux qui nous écoutent du mieux que je peux. Donc, à l'école du paddock aujourd'hui, suite au circuit de Monaco, j'ai été fascinée par tu sais, la particularité de ce circuit-là spécifiquement. Parce qu'à Monaco, on voit que c'est un circuit qui est urbain, un circuit où il y a vraiment peu de zones de dépassement, puis surprenamment, qui est un des circuits aussi les plus lents de tout le calendrier. Et ça m'a amené à fouiller un peu sur tu sais, la différence des circuits dans l'univers de la F1. Parce qu'on a 24 courses, puis on pourrait dire que les 24 courses, c'est 24 planètes différentes. À chaque course, on a des nouveaux paramètres sur les véhicules à gérer, on a des nouveaux environnements, et c'est là que vient la complexité de créer une monoplace qui est capable de justement s'adapter à tous ces circuits-là. Oui, tortue. Donc, pour commencer, on a évidemment 3 types de circuits. On a les circuits qui sont urbains, comme on a vu à Monaco, qui sont des circuits qui existent juste le temps d'un week-end pour les Grands Prix. Ils sont balisés, ils sont c'est comme créés pour le week-end, puis par la suite, la vie continue, on retourne en ville, ben, littéralement, parce que c'était en ville à Monaco. On a des circuits qui sont vraiment plus permanents, qui sont des circuits qui sont faits pour la course, pour différents types de courses. C'est pas juste la F1, ça peut être d'autres types de courses aussi, mais tu sais, c'est fait avec des matériaux spécifiques pour l'asphalte, pour la course. C'est des circuits vraiment pour ça, puis à l'année longue. Et on a aussi les circuits qui sont hybrides, qui sont des circuits qui sont mi-course, mais aussi au cours de l'année qui sont ouverts au public. On a vu exemple comme à Montréal, qui est sur l'île du parc Jean-Drapeau, qui est un circuit que, oui, c'est un circuit pour la course, mais en dehors de la course annuelle, c'est un circuit aussi qu'on peut aller marcher, on peut aller faire du vélo, courir, etc. Donc, oui, on a ces 3 types de configuration de circuit-là, mais il n'y a pas juste ça aussi, il y a au niveau des virages. Tu sais, on a vu à Monaco, c'était des virages qui étaient serrés. C'est des virages qui étaient restreints aussi, qui étaient difficiles pour les dépassements. Ça, c'est la caractéristique des circuits qui sont urbains, tandis que les circuits, tu sais, permanents, eux autres ont plus des virages spécifiques ou des zones qui permettent que si jamais tu quittes ton virage, ben tu vas pas cracher dans un mur, par exemple. Tu vas avoir du gravier, tu vas avoir un peu de gazon ou tu sais, une zone de tampon qu'on peut dire avant que tu tapes le mur. C'est ce qui fait que ces circuits-là peuvent être pris à des vitesses plus élevées et aussi qui sont plus sécuritaires pour les voitures. Mais par rapport à ça, c'est là que viennent nos différents types de virages. Donc, on a un virage comme l'épingle, qui est un virage littéralement comme la pointe d'une épingle, un virage à 180, qui est un virage serré qui demande une réduction de vitesse rapide parce que les pilotes arrivent souvent à grande vitesse, freinent au dernier moment et font leur virage très lentement. On peut parler d'un 50 km/h dans un virage presque. C'est quand même une grosse différence de vitesse. Ce qui va jouer beaucoup sur les freins, qui va faire chauffer les freins, qui va faire travailler les pneus. Fait que ça demande une adaptation à ce niveau-là, frein-pneus. Et on a la chicane aussi, qui est un virage un peu plus rapide, mais qui fait un gauche-droite-gauche tout de suite. C'est pas nécessairement un S vraiment, mais plus comme un 2,90-ish, si on peut dire. Ben, c'est 2 virages qui sont inverses, qui ralentissent, dans le fond, souvent les lignes droites. Que ces virages-là, ils permettent justement t'arrives rapidement, tu ralentis, mais pas aussi bas qu'un épingle, mais ça crée une zone de dépassement, une zone de freinage additionnelle pour les pilotes, ce qui est plus difficile à avoir, exemple, à Monaco, justement, où il n'y a pas du tout de dépassement. Mais ces virages-là vont travailler beaucoup la suspension, entre autres, parce qu'on va passer de droite à gauche, gauche à droite. Donc, la voiture, il faut qu'elle soit vraiment stable, et c'est ce qui peut faire que les voitures peuvent se démolir, littéralement, suite à ces virages-là. Et on a des virages rapides aussi. Ces virages-là, c'est des virages, comme on dit, qui sont rapides, que tu
que les pilotes prennent à pleine vitesse et presque peu de freins. C'est sûr qu'il y en a qui en ont plus de freins, d'autres moins, mais on a des virages qui sont quand même historiques, exemple comme à l'eau rouge Rédillon, qui est un virage qui se prend vraiment très rapidement, qui peut être même qui a déjà été fatal, mais puis maintenant, heureusement, qui se demande à beaucoup de vitesse et beaucoup d'aérodynamique aussi, parce que vu que le virage se prend rapidement, la voiture fait quand même un mouvement avec le virage, ce qui fait que si l'aérodynamique est pas bonne, la voiture pourra pas tenir la route et va partir. Donc, ça demande un appui important de la monoplace. Et ont aussi beaucoup moins de freinage. Donc là, on va travailler vraiment plus l'aérodynamique. Donc, il faut prendre en considération ça avec la voiture aussi. Tu sais, si on a un circuit qui a beaucoup plus des virages comme des épingles, des virages serrés, on va aller travailler les pneus, on va aller travailler les freins. Tandis que si on a des virages qui sont comme des virages rapides, on va aller travailler l'aéro, on va travailler la stabilité de la voiture. Tu sais. Et c'est là aussi qu'on voit les virages d'enchaînement rapide, là, comme le traditionnel Makod, Beckett, Chapelle, qui est un virage, ou le virage en S de Senna, qui est un virage, des virages rapides qui se suivent, qui sont vraiment durs pour la voiture. C'est les virages qui sont les plus difficiles pour la monoplace parce que c'est vraiment les virages qui vont démolir la voiture si la voiture n'est pas adaptée. C'est le test ultime pour les monoplaces. Donc, ces virages-là sont surtout dans des circuits qui sont permanents, évidemment, mais qui vont vraiment tester au maximum les voitures. Et dans le fond, avec tous ces virages-là, on peut aussi entremêler l'altitude, les inclinaisons. On peut avoir des virages où on voit, comme à Portimao au Portugal, qui est un virage qui va faire des inclinations haut et bas. Ce qui va travailler aussi, quand on descend une pente avec une voiture, on va sentir comme une pesée sur la voiture et quand il va remonter, on peut littéralement l'échapper si la voiture ne va pas tenir son appui vraiment sur la piste, dont l'importance de l'aérodynamisme en plus de la suspension et tout l'ensemble, dans le fond. Fait que toutes ces modules-là vont travailler ensemble pour faire une voiture qui est optimale, mais malheureusement, on ne peut pas optimiser toutes ces choses-là puis que ce soit parfait dans tous les domaines. On peut pas avoir une voiture qui est parfaite dans toutes ces conditions-là. Fait que c'est là que vient le travail d'équipe des ingénieurs et le feedback des pilotes et les tests et tout ça. À chaque week-end, ils se préparent justement pour la piste sur laquelle ils vont conduire. Ils vont adapter leur monoplace par rapport aux spécificités du circuit sur lequel ils vont être. Les températures aussi. Ils vont aller voir l'aérodynamisme, le frein, les pneus, les dépassements. Donc, chaque circuit va avoir ses réglages pour ça. Et c'est ce qui fait la complexité des Grands Prix, dans le fond, c'est d'être capable de créer une monoplace qui, oui, va être performante, mais il va être aussi capable de s'adapter à chaque circuit spécifiquement. Fait que c'est tout un défi quand même, là, c'est pas rien. C'est pour ça qu'on peut voir une voiture qui va vraiment performer incroyablement dans un circuit et pas dans l'autre. C'est un travail d'équipe. C'est quelque chose qui me passionne aussi, que je trouve impressionnant. On pense juste aux pilotes, mais encore une fois, c'est pas juste les pilotes. Donc, je pense que ça fait le tour un peu de mon école du paddock aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Mehdi? T'as-tu appris un petit peu ou je t'ai Oui, radoté? c'était intéressant de nous parler de différents circuits, différents virages. Mais moi, la leçon de cet épisode aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, on le voit encore une fois, la F1, c'est pas juste avoir le meilleur ceci ou le meilleur cela, mais Non, c'est c'est plus ça. l'optimisation et trouver le bon compromis entre, OK, on va perdre un peu de cet aspect, mais on va gagner sur celui-là pour optimiser par rapport à notre pilote. C'est au final, c'est plus un sport d'optimisation et de trouver le meilleur compromis qu'un sport de juste créer le meilleur moteur avec les meilleurs pneus et le meilleur pilote et aller hop, t'es le plus rapide. Oui, effectivement. Fait que c'est pour ça, en voyant Monaco, en voyant Stroll et Leclerc prendre le même mur, ça m'a porté à vouloir parler justement de ce sujet-là. Aussi le fait que, on voyait pas beaucoup de dépassements. Monaco, ce qui est le plus important, c'est les qualifications. Parce que, si tu commences premier, il y a bien des chances que tu finisses premier aussi. Les changements de position sont vraiment rares, Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ah, mais c'est pas de même partout, là. C'est
c'est pas tous les mêmes circuits. Puis, C'est sûr que Monaco, c'est pas Monza. non, non, c'est ça, tu sais, Monaco, vitesse maximum moyenne, ben, vitesse moyenne plutôt de 160 km/h, puis Monza, c'est quoi, c'est 260 km/h de moyenne, là, tu sais, C'est pas pour rien qu'on l'appelle le temple de la vitesse. Non, c'est ça. Tu fais que des lignes droites presque. Oui, tu sais, fait qu'on a des optimisations différentes, comme tu dis, pour chaque piste. Puis, tu sais, c'est un autre aspect de la F1 qui vient rajouter à la complexité du sport. Puis, c'est pas juste des pilotes, hein, c'est l'équipe. Fait que ça fait le tour pour moi pour l'école du paddock. Tu sais, là, on a le prochain Grand Prix qui s'en vient, qui est En Autriche? en Oui, Autriche, c'est oui. le Grand Prix d'Autriche qui s'en vient. On a hâte, surtout que, comme on avait dit, il y a des changements qui vont arriver. Peut-être qu'on va voir, j'allais dire un bouleversement. Ferrari gagne déjà. Peut-être qu'on va Oui, voir Ferrari prendre le dessus maintenant. Mais en tout cas, restez avec nous. On va vous parler de ça dès que ça arrive, bien sûr. oui, toujours. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous en pensez de ce qui s'est passé sur ces 2 week-ends, Monaco et Barcelone. Donnez-nous vos pronostics pour l'Autriche. On aimerait bien savoir, est-ce que vous pensez que Hamilton va aller chercher une autre victoire ou est-ce que vous voyez plus Antonelli revenir à son habitude de gagner? Euh, je veux te remercier d'avoir fait encore un épisode avec moi. Ça fait toujours Je plaisir, vous Mehdi. remercie d'être là, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un like, ça nous soutient énormément. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine!